Salut tout le monde, on plonge aujourd'hui dans un décryptage fascinant sur notre espérance de vie. On entend souvent parler de la longévité humaine, mais on va voir ensemble qu'il y a une réalité beaucoup plus sombre et franchement souvent ignorée, les profondes inégalités face à la mort. Les chiffres qu'on va regarder vont complètement bousculer ce qu'on croyait savoir. Allez, c'est parti. Pour commencer, prenons une histoire assez incroyable. Voici Maurice Lecoutour. Ce monsieur a 111 ans. Eh oui, 111 ans et il vit dans un EHPAD en Normandie. Le plus fou, il fait son petit sport tous les soirs, tout seul, dans son fauteuil roulant. C'est exactement le genre de récit hyper inspirant qui nous fait tous dire « Génial, avec la médecine d'aujourd'hui, on va tous finir centenaires en pleine forme ». Sauf que, c'est là qu'on redescend sur Terre. Quand on regarde les données à grande échelle, le tableau est un peu différent. Le démographe Jacques Vallin résume ça parfaitement en disant « La mort recule, mais elle ne disparaît pas ». En fait, oui, les progrès médicaux sont énormes, c'est indéniable, mais le hic, c'est qu'ils sont très, très loin d'être distribués équitablement. Bref, l'histoire de Maurice, c'est une exception magnifique, mais c'est pas vraiment la norme. Partie 1, le mythe du supercentenaire et la réalité derrière cet optimisme. Si on trace une ligne du temps pour bien comprendre, on voit que depuis les années 60, grâce à des choses comme la sécurité sociale, on a fait un bond de géant. On a gagné 12 ans et demi d'espérance de vie, c'est colossal. Mais, et c'est le deuxième point, si on avance jusqu'aux années 80, bam, cette belle croissance commence à ralentir sérieusement. Et aujourd'hui, les maladies liées à l'âge, comme Alzheimer ou les cancers, font de la résistance. Le progrès n'est définitivement pas une belle ligne droite infinie. Partie 2, le vrai prix de la vie ou le lien entre richesse et longévité. Quand on met les chiffres côte à côte, le contraste est tout simplement frappant. D'un côté, pour les hommes les plus modestes, ceux qui vivent avec environ 500 € par mois, l'espérance de vie s'arrête en moyenne à 72 ans. Mais de l'autre côté du spectre, pour ceux qui ramènent 6 500 € à la maison, on grimpe à 85 ans. 13 ans. Il faut vraiment laisser ce chiffre infuser un instant. C'est l'écart vertigineux, il sépare simplement les 5% les plus pauvres des 5% les plus riches. 13 années de vie en moins sur cette terre, basées uniquement sur le niveau de revenu. C'est quand même un choc, non ? Et le plus inquiétant dans tout ça, c'est que la situation ne s'arrange pas du tout. Les données récentes nous montrent qu'entre 2020 et 2024, cet écart s'est même un peu creusé pour tout le monde. On parle de 0,4 années en plus pour les femmes et 0,3 pour les hommes. L'inégalité ne stagne pas, elle augmente. Et c'est là qu'on arrive à une statistique qu'on n'oublie pas de sitôt. Pour les personnes qui gagnent entre 1 000 et 3 000 € par mois, chaque palier de 100 € supplémentaires peut ajouter jusqu'à 1 an d'espérance de vie. On se rend compte ? 100 petits euros de plus par mois, c'est potentiellement une année d'existence gagnée. L'impact financier sur le corps est littéralement direct. Si on regarde maintenant du côté des métiers, la fracture est exactement la même. Un homme cadre, par exemple, peut espérer vivre jusqu'à presque 85 ans. Un ouvrier, 79 ans. Pareil chez les femmes, 88 ans et demi pour une femme cadre, contre moins de 85 pour une ouvrière. Et le truc dingue, c'est que cet écart n'a pratiquement pas bougé depuis les années 70. Partie 3, l'usure invisible du travail et le tribut physique exigé par certains métiers. Et alors, qu'est-ce qui explique ça ? Au-delà du salaire, il y a la dureté du terrain. Les ouvriers travaillent souvent dans des environnements beaucoup plus pollués, ils portent des charges hyper lourdes, prennent de mauvaises postures qui usent le corps prématurément, et puis il y a un facteur dont on parle trop peu, la peur de perdre son job. Ça pousse énormément de gens à ne pas déclarer leur maladie professionnelle ou à le faire beaucoup trop tard. Et puis, il n'y a pas que le lieu de travail. Il y a aussi les facteurs liés au mode de vie, qui sont très souvent influencés par le niveau d'éducation et le stress de la précarité. Par exemple, 21% des adultes sans diplôme ou avec un niveau inférieur au bac fument tous les jours. Chez les diplômés du supérieur, ça tombe à 13%. C'est un peu la double peine, l'usure physique du métier d'un côté et des comportements à risque liés au stress de l'autre. Partie 4, le renoncement aux soins ou la grande fracture de l'accès à la santé. Là encore, c'est comme si on avait deux mondes parallèles. D'un côté, les citoyens les plus aisés ont accès très vite aux soins préventifs sans vraie barrière financière. De l'autre, les personnes plus modestes galèrent, parfois pas de mutuelle, des restes à charge énormes pour les médicaments, et au-delà de l'argent, il y a cette culture très forte de valoriser l'endurance à la douleur. On serre les dents, on repousse la visite chez le médecin par nécessité financière, et fatalement, la mortalité précoce est beaucoup plus fréquente. Partie 5, une géographie sous tension, les inégalités régionales. Et ce qui est fou, c'est que ces profondes inégalités s'inscrivent carrément sur notre territoire. On observe une véritable surmortalité concentrée dans le quart nord-est du pays qui contraste énormément avec le sud-ouest. C'est hyper visible dans les quartiers populaires ou les petits villages isolés. Dans ces zones-là, trouver un médecin rapidement ou même avoir accès à une alimentation équilibrée, c'est pas toujours garanti. Alors, face à tout ça, on fait quoi ? Les sources qu'on analyse aujourd'hui pointent vers des changements systémiques majeurs.
On y évoque notamment des politiques de prévention beaucoup plus fortes contre l'alcool, mais aussi la généralisation absolue des équipements de protection au travail, ou encore l'adaptation du temps de travail pour éviter cette usure physique insidieuse année après année. Pour boucler ce décryptage, ça nous amène à une question incontournable. Si notre longévité est à ce point accrochée à notre compte en banque et à nos conditions de travail, quel changement de fond doit-on opérer pour garantir à chacun le droit égal de vieillir? Parce qu'au final, c'est pas juste un défi médical, c'est le reflet de l'organisation même de notre société. De quoi bien cogiter en tout cas.